La pelote. La terre et l'agriculture sont détruites parce que le capital a faim. Il faut la fin du capitalisme, si vous voulez. La pelote. Bonjour et bienvenue dans La pelote. Aujourd'hui, je reçois Clément Sénéchal, qui est auteur et chroniqueur dans l'excellent Frustration Magazine et qui a été par le passé responsable plaidoyer au sein d'une grande association environnementale et qui est récemment l'auteur donc du très remarqué Pourquoi l'écologie perd toujours, paru aux éditions du Seuil en fin d'année dernière et qui sortira donc en livre de poche d'ici la fin de l'année avec une postface inédite. Et donc ce livre a fait grand bruit, surtout auprès des figures médiatiques de l'écologie. On se souvient de ce plateau houleux dans une émission sur le service public et qui selon moi est un révélateur au sens chimique du terme des positionnements des uns et des autres, mais aussi du malaise que l'on peut ressentir quand on est acteur ou actrice de l'écologie. Que ce soit dans le domaine politique, économique ou associatif, ce sentiment du « nos dirigeants n'entendent pas nos appels ». Aussi, on pourrait dire que cet ouvrage est un ovni à mi-chemin entre l'analyse sociologique, l'essai politique et l'autobiographie. On pourrait le qualifier de pamphlet, je le qualifierais plutôt de pierre brute contre laquelle on se cogne. Ça réveille, ça fait mal, c'est abrupt, mais c'est une tentative de présenter le réel qui nous invite d'abord à le digérer, à s'approprier l'analyse qui s'y trouve et en tirer les conséquences nécessaires. Et pour ainsi dire, c'est ce qui m'a personnellement conduit à créer ce podcast, La pelote, tirer le fil de l'écologie pour en tirer les conséquences. Aussi, merci Clément de ta présence. Bienvenue. Merci beaucoup pour cette invitation et je suis absolument flatté d'être à l'origine, en quelque sorte, par construction de ce podcast qui s'annonce excellent, j'en suis certain. Merci des encouragements. Un petit réact peut-être sur cette intro ou... Non, rien, j'ai rien à ajouter. Je pense que tu en as fait une lecture assez fine et sensible pour le coup. Et je pense que tu as bien compris quelle en était l'intention et l'objectif. Donc pas grand chose à ajouter. Ok, super. Alors justement, on commence, on va parler de sensibilité notamment, mais si tu nous parles un peu de ton parcours et de ce qui t'a conduit à écrire ce livre, donc Pourquoi l'écologie perd toujours. C'était quoi le cheminement intellectuel entre, je crois que tu as écrit d'ailleurs un livre il y a à peu près 10 ans, un premier livre sur le numérique de mémoire, et pourquoi à ce moment-là ce livre est sorti Alors, tu veux pas mon parcours depuis l'enfance, j'imagine. Tu veux pas te lancer dans une analyse peut-être faire quelque chose un peu plus, mais de manière plus succincte. Donc moi, j'ai travaillé longuement au sein de l'ONG Greenpeace en France, où j'étais notamment porte-parole climat, chargé de campagne politique climatique. Et j'ai écrit ce livre au moment où deux événements se sont un peu répondus l'un et l'autre, l'un sur le plan politique et l'autre sur le plan personnel. Le premier, c'est en fait la campagne électorale de 2022, où j'ai constaté que mon organisation avait tout fait pour ne rien faire, en quelque sorte. C'est-à-dire avait complètement enjambé l'échéance. On a fait du plaidoyer pendant des années et des années lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. On était payé chaque jour pour démontrer l'inanité des politiques libérales poursuivies par ces gouvernements successifs. On avait, moi, mon but dans ma propre campagne, c'était d'accroître le coût politique de l'inaction climatique, ce qu'on avait commencé à faire de manière mesurée, mais néanmoins réelle. On avait commencé du coup à engranger du capital politique, mais la direction en tout cas a choisi de ne pas investir ce capital politique dans l'échéance et de s'abstenir de peser en fait sur le débouché électoral, ce qui m'a paru extrêmement contradictoire puisqu'on est une organisation institutionnalisée, on était une organisation institutionnalisée, donc distante de la voie insurrectionnelle pour changer le cours de l'histoire, et donc nécessairement engagée dans la voie institutionnelle. Sauf que quand il s'agissait d'être utile dans cette voie institutionnelle, on s'arrêtait en fait en quelque sorte avant de se salir les mains.
Et donc, ce qui s'est passé pendant cette élection présidentielle, c'est que, par exemple, l'affaire du siècle, qui avait rassemblé plus de 2 millions de signataires, ce qui est un record, n'a pas été reconverti au service des candidats écologiques pendant la campagne présidentielle. Plus jamais ça, qui commençait à être un embryon de front populaire, en tout cas de front de la société civile, a été doctement mis en sommeil pendant l'élection sous couvert de neutralité politique et d'apartisanisme. On n'a même pas été, je me souviens des discussions en interne, moi je disais peut-être un levier c'est d'aller chercher les poches d'abstention pour les convaincre sur des questions d'urgence climatique de revenir aux urnes. Et on m'a dit que non, s'attaquer à l'abstention, c'était prendre déjà des positionnements politiques qui étaient trop marqués, et donc que ça n'était pas possible. Et quand je dis, quand je demandais, on s'engage dans une échéance électorale, donc on va décrypter vaguement des programmes pour avoir des choses à dire quand même aux médias. Mais est-ce qu'on peut poser sur la table le fait que notre objectif politique, c'est de parvenir à l'élection d'un candidat écologiste qui mènerait des politiques publiques écologistes? Est-ce qu'on peut se dire ça? Et ça n'était pas possible. On m'a répondu que ça n'était pas le rôle des organisations de la société civile, comme Greenpeace, soi-disant indépendante. Et donc au final, on a été extrêmement passif. On a fait le jeu de la dispersion des petits candidats à gauche, puisqu'il fallait toujours mettre Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon à peu près au même niveau. Alors que Jean-Luc Mélenchon, une fois qu'il y avait une dynamique du vote utile derrière lui, il n'y avait pas besoin d'être mélenchoniste pour conjoncturellement soutenir sa candidature. On a eu des discours extrêmement défaitistes. Moi, je me souviens en interne, on disait de toute façon, même si Mélenchon il passe le premier tour, de toute façon, il passera pas le deuxième tour, ce qui est déjà une analyse politique extrêmement faible, mais du coup qui renforçait l'idée qu'il n'y avait strictement rien à attendre de ces élections et en fait rien à attendre de la voie institutionnelle, ce qui m'apparaissait complètement paradoxal pour ce type d'organisation. Bref, tout un tas de choses qui fait que j'ai été vraiment dégoûté, d'autant plus que le candidat de gauche qui avait un programme écologique conséquent, en tout cas qui était noté comme tel par les organisations environnementales, échoue à 400 000 voix près, je veux dire, dans le silence général de la bonne société civile organisée, comme on dit, qui paraissait parfaitement se satisfaire de ce résultat. Et donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que suite à cette période, je suis retourné au début de l'automne, dans les Alpes où j'ai grandi. Les Alpes, c'est vraiment... Moi, j'ai grandi au pied du massif du Mont-Blanc. Donc c'est vraiment la nature monumentale, en quelque sorte. Et depuis plusieurs années, il y a une espèce de fièvre un petit peu qui s'est installée comme ça dans le paysage. On sent qu'il y a un accident qui se déploie fragment par fragment, des parois qui s'effondrent, des cordées qui se font entraîner. Donc il y a quelque chose qui dysfonctionne en fait dans cet écosystème. Et les dernières années, j'avais évité, alors je fais beaucoup de randonnées, y compris tout seul, ça me permet de méditer un petit peu au monde comme il va, et j'avais évité sans forcément m'en rendre compte, un site particulier qui est celui de la mer de glace. Et la mer de glace, c'est donc un glacier qui se déploie derrière la chaîne des aiguilles de Chamonix. C'est une longue langue de glace. Et j'y étais allé quand j'étais plusieurs fois, quand j'étais enfant avec mes parents. C'était quand même un site remarquable qui m'avait laissé des souvenirs très forts. Et quand je suis retourné, je me suis aperçu que de la mer de glace ne restait qu'une petite langue de gravats difficile à distinguer dans la grisaille du paysage et des moraines grandissantes. Ouais. Et en fait, la mer de glace, c'est un peu le sablier grandeur nature du réchauffement climatique. C'est ce que tu racontes un peu dans la conclusion de ton bouquin, que j'ai trouvé vraiment très très forte, cette conclusion, parce qu'en fait, elle est beaucoup plus puissante qu'un simple constat mathématique de la mer de glace a reculé de tant de kilomètres, parce que tu racontes un parcours, un cheminement solitaire aussi, c'est assez marrant, mais qui va en fait t'affecter jusque dans ton corps en fait, de manière très très puissante. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas du coup ce bouquin l'aboutissement d'une accumulation entre ces déboires professionnels,
en tout cas politico-professionnelle, je ne sais pas comment le dire, ces déceptions en fait sur le fait que une organisation, une association bien implantée refuse de pousser et de s'impliquer politiquement, plus ce que tu as vécu dans ton corps. Comment ça se joue en toi d'écrire comment ça s'articule tout ça? C'est sûr que ce livre, c'est une variation contemporaine des illusions perdues à l'épreuve du champ écologique installé en France, qui, à mon avis, n'est parvenu à rien de tangible depuis des décennies et des décennies. Et on arrive au moment où on a des appareils qui ronronnent un peu dans leur routine, dans leur vieille formule. J'imagine qu'on va en parler un peu plus tard dans cet entretien. Et les effets concrets du réchauffement climatique qui commencent à se produire, qui deviennent objectivables, qui deviennent sensibles et qui deviennent par conséquent préhensibles par le corps humain, par sa chair, par ses perceptions les plus immédiates. Et donc, quand on confronte l'un avec l'autre, on s'aperçoit que, disons, ça pousse à un effort de lucidité révoltée, qui est ce que j'ai essayé de produire dans ce texte, qui fait quand même l'effort de l'argument et de l'analyse, qui est pas, je suis d'accord avec toi, pour moi c'est pas essentiellement un pamphlet ou un simple règlement de compte cathartique par rapport aux déceptions que j'ai pu nourrir. Ouais, je te coupe, mais tu me parlais de lucidité, en fait, c'est un peu la lumière qui transperce, quoi. Il y a un peu ce côté mise à jour, en fait, dans tous les sens du terme, de ce que c'est que l'écologie aujourd'hui en France. Oui, c'est un bilan critique. Et de toute façon, on est sur une dissonance de plus en plus aiguë entre ce que font les acteurs de l'écologie et ce qui se passe de manière très matérielle et très concrète, à la fois au sein du champ politique et à la fois au sein de la biosphère dans sa manifestation la plus matérielle. Alors, si on rentre un peu dans le détail de ton bouquin, moi, je me suis amusé, en fait, à énumérer tous les qualificatifs, les adjectifs qualificatifs que tu mets à écologie perdante. Alors, j'y vais. Il y a écologie du spectacle, écologie ornementale, écologie de banderole, écologie bourgeoise, écologie du luxe, écologie dite pragmatique versus celle du grand soir. Donc ça fait référence aussi à ce que tu as écrit dans Frustration. Moi, j'aime bien aussi parler d'écologie de salon. Écologie... Écologie mondaine, t'as pas noté? Ah non, j'ai pas... Ah oui, j'ai pas... Ça y était, je l'ai pas vu, ça. Je pense, non, mais... Bon. Okay. Mais bon, tout ça, en fait, est-ce qu'il faut le regrouper sous... le terme d'écologie bourgeoise qui revient quand même un peu plus souvent et que tu as mis en avant un peu dans les médias. En gros, ça décrit quels groupes sociaux, en fait, toutes ces pratiques de l'écologie? Est-ce qu'on peut définir une sociologie de l'écologie mainstream? Oui ou non, déjà, et en quoi c'est inopérant, en fait? Alors, cette écologie bourgeoise qui se déploie principalement sous les traits et la pratique d'une écologie du spectacle, elle est, disons, l'apanage à la fois des certaines fractions de la grande bourgeoisie sensibilisée, disons, l'apanage aussi de la sous-bourgeoisie entrepreneuriale, alors à la fois les start-upers de l'économie verte et les agents qui sont chargés au sein des grandes entreprises de mettre en place des petites pratiques, développement durable et de renseigner l'aspect responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Grosso modo, c'est une écologie qui est très, très présente sur LinkedIn, où voilà, on se congratule les uns les autres. C'est un écosystème assez particulier. C'est aussi l'apanage de la bourgeoisie, une partie de la bourgeoisie culturelle, en tout cas. Et là, je parle soit des vedettes bienveillantes qui nous font un petit message par-ci, par-là sur l'environnement, soit les acteurs de l'écologie dominante qui viennent un peu du monde du spectacle ou qui grenouillent dans ces espaces-là et qui sont friands des récits et des imaginaires qui nous bassinent avec ça toute la journée. Soit
une partie des chercheurs en fait et des scientifiques du climat qui se réclament d'une neutralité permanente et qui eux aussi s'arrêtent toujours avant de prendre position, c'est-à-dire avant de définir de manière systémique et systématique et actuelle les ressorts du ravage écologique, soit les influenceurs citoyennistes, un peu ces gens-là qui sont derrière des choses abracadabrantesques du type primaire populaire, enfin des choses, la bourgeoisie de gauche du 11e arrondissement, disons. Donc voilà, c'est surtout ces groupes sociaux là. On peut les définir aussi de manière géographique. C'est une grande partie aujourd'hui des classes supérieures citadines de centre-ville qui va voter écolo aux élections municipales pour avoir un peu d'espace vert, dépolluer leur zone de circulation, renchérir la valeur de leurs biens, participer à une forme de gentrification. Voilà. Ouais, mais si tu vois, si on parle de toute cette population beaucoup présente sur LinkedIn, je le concède, est-ce que là-dedans, il y a du cynisme, il y a de l'aveuglement, il y a du déni, il y a de l'intérêt bien compris? C'est quoi qui est à l'œuvre en vérité face finalement à une espèce de danger existentiel qu'est le changement climatique et les limites planétaires plus généralement? Comment toi tu vois ça? Bon, je pense que c'est une combinaison de plusieurs éléments. Déjà, il y a des intérêts matériels. Il y a des acteurs qui défendent un business et des carrières professionnelles, donc une insertion sociale valorisée, valorisable. Donc, c'est une dynamique assez classique au sein de l'ordre économique capitaliste qui fait que l'écologie est devenue quelque chose de profitable aujourd'hui pour certains secteurs et certains individus. Je pense qu'il y a une part d'hypocrisie aussi bien comprise. Je pense que c'est des gens qui sont à la jonction, enfin qui sont à des positions un peu intermédiaires au sein du système de production, qui voient bien que le mode de production capitaliste quand même conduit invariablement et de manière intrinsèque en fait au ravage écologique, et qui par ailleurs ont des convictions commencent à être vaguement sensibilisés à la question, au sujet environnemental par divers biais, et donc qui éprouvent aussi une forme de dissonance cognitive qui viennent racheter par une hypocrisie bien comprise. Mais moi, j'ai eu beaucoup de messages venant de ce secteur-là, de gens qui effectivement commencent à être assez dégoûtés par la supercherie du développement durable. Voilà, après sur LinkedIn, ce sont des gens c'est une vitrine d'exposition pour des carrières. Donc on parle de manière améliorative en général des activités liées au développement durable et de ses propres initiatives, d'autant plus facilement qu'elles sont rentables. Donc elles permettent de concilier de manière absolument artificielle des intérêts matériels et des conceptions ou des valeurs, à mon avis, en diffusant une forme, pour reprendre un terme marxiste, de fausse conscience. Après, je pense qu'il y a aussi tout un personnel qui est quand même très dépolitisé. Donc, oui, alors c'est vrai que oui, il y a de la dépolitisation, et c'est de plus en plus vient le sujet quand même bon gré mal gré de est-ce que c'est politique ou pas le sujet du climat, ou est-ce que c'est juste une affaire personnelle ou de bonne volonté ou de rassembler tout le monde, etc. Mais donc cette écologie bourgeoise, on l'a bien identifiée. C'est comme ça que toi, tu l'as décrit d'ailleurs dans le bouquin à travers plein d'exemples, en fait, plein d'anecdotes, notamment ton expérience chez Greenpeace, mais pas que. Tu parlais de la primaire populaire, tu parlais de l'affaire du siècle. Mais en contrepartie de ça, ou en tout cas à l'opposé de ça, tu prônes ce qu'on appelle l'écologie populaire. Et c'est vrai que moi, j'ai des difficultés à savoir qu'est-ce que ça veut dire l'écologie populaire concrètement. Comment ça se matérialise? C'est quoi une démarche d'écologie populaire? Parce que c'est vrai que dans les milieux très LinkedIn, ou qu'on pourrait dire bourgeois ou autres, la grande affliction, c'est de dire on n'arrive pas à toucher les catégories populaires, on n'arrive pas à étendre. Alors soit parce qu'ils pensent qu'ils ne comprennent pas, ou parce que ils sont pas concernés, ou que parfois ils s'en foutent et c'est dramatique, etc. Bon, voilà.
Comment toi déjà tu vois cette barrière? Pourquoi il y a un verrou et une barrière comme ça? Et qu'est-ce que ça voudrait dire du coup de se dire faire de l'écologie poupère qui traverse vraiment toute la société, quoi? Ouais, ça c'est une réaction que j'ai rencontrée plusieurs fois et qui témoigne quand même du mépris de classe structurel qu'on trouve dans le champ de l'écologie installé. Alors pour te répondre, je vais faire un petit détour peut-être pour définir ce que j'entends par l'écologie du spectacle, qui est l'envers de l'écologie bourgeoise, qui sont à mon avis les deux faces d'une même médaille. L'écologie du spectacle, c'est la praxis en fait de l'écologie bourgeoise, et donc c'est une écologie qui est une écologie du symbolique essentiellement, et donc qui va chercher, par exemple, qui va considérer que la visibilité médiatique est une fin en soi et pas un moyen au service de la lutte, et qui va être beaucoup plus attentive à, disons, sa surface ou son empreinte symbolique que aux résultats empiriques ou aux débouchés politiques. Et donc, il y a plusieurs déclinaisons de cette écologie du spectacle qui existent aujourd'hui. Il y a évidemment le banderolisme exacerbé que j'ai pu rencontrer à Greenpeace France. On fait de l'écologie de la mise en scène, ou ce qui, sur les fameuses actions coup de poing, qui sont en fait des actions coup d'éclat, puisque jamais le moindre coup de poing n'est évidemment distribué à qui que ce soit. Ce qui compte, c'est pas tellement le blocage, c'est vraiment l'image. Tout est designé pour avoir un angle de vue sur une banderole, avec un service créatif ultra présent, des photographes professionnels, afin d'avoir une image à communiquer aux adhérents, donc à la moyenne et grande bourgeoisie solvable, et aux médias. C'est aussi l'écologie des labels, des certifications qui va venir verdir artificiellement le discours de la marchandise. C'est l'écologie qui sert de partenaire événementiel du pouvoir, qui va participer à des Grenelles, des One Planet Summit, des COP, des conventions citoyennes pour le climat, ce genre de festival permanent des fausses promesses. Alors, je me permets de te couper justement sur la convention citoyenne pour le climat, ce qui a beaucoup été on a souvent loué en fait cette initiative en disant c'est bien, on a expliqué aux gens ce que c'était l'urgence climatique, on a mis les gens autour de la table, il y avait plein de propositions super pertinentes qui sont sorties, mais du coup ça a bloqué. Au niveau du pouvoir, il y a eu 2-3 trucs qui ont été repris ça et là. Est-ce que toi, ton analyse, c'est plutôt une critique de la convention en elle-même ou de l'ensemble du processus, c'est-à-dire l'intégrer en fait dans le système institutionnel actuel, quoi? Non, c'est la Convention citoyenne pour le climat telle qu'elle a été conceptualisée au moment où elle l'a été. C'est-à-dire qu'on avait un rapport de force qui était engagé avec une composante insurrectionnelle grâce aux Gilets jaunes, que la Convention citoyenne a été négociée dans le dos de la mobilisation sociale par des acteurs qui se revendiquent comme étant prédominants dans l'espace écologique, à savoir Cyril Dion ou des vedettes comme Marion Cotillard, qui a permis de remettre sous cloche la controverse démocratique, de la resituer, de la relocaliser sous les ordres du CESE, du Conseil économique, social et environnemental, donc sous les ordres de la République, qui a quand même nous a vendu cette vraiment fin. Je veux dire, à quel moment on a pu croire que Emmanuel Macron allait produire une initiative d'ampleur pour le climat? À quel moment on a pu croire que Édouard Philippe, qui était Premier ministre à ce moment-là, qui a inauguré la Convention citoyenne pour le climat, allait promulguer les politiques publiques favorables de manière structurelle au climat? Donc là, ce qu'on a juste fait, c'était du greenwashing. On a permis à des acteurs politiques de droite complètement insensibles à ces sujets-là, parce que eux, leur seul souci, leur seule boussole, c'est la rentabilité du capital en France. Et on leur a donné une tribune gratuite. On a fait travailler des braves citoyens, des citoyennes qui sont venus défrayer, qui ont travaillé là-dedans et qui, en fait, ont été complètement instrumentalisés par le pouvoir politique, mais aussi par le pouvoir écologique. C'est-à-dire les gens qui ont profité de la Convention citoyenne pour le climat pour gagner en surface, en visibilité, en notoriété. Il était bien évident, je veux dire, il n'y a pas d'assises constitutionnelles pour les conventions citoyennes dans ce pays. Donc il n'y a aucune garantie institutionnelle que les mesures allaient être adoptées. Donc c'est évident que ça ne serait pas le cas. Tu penses notamment, si on fait un peu de projection, à ce qui devrait être constitutionnellement intégré, c'est-à-dire une sorte de règle verte, ou alors
dans la Constitution, l'écologie, ou en tout cas la préservation de l'environnement, est la mère de toutes les batailles, quoi. Devrait être la mère de toutes les batailles. Sans doute qu'il faudrait faire des avancées constitutionnelles à propos du climat et de l'écologie, mais je parle même pas de ça. Je parle juste du fait que la forme Convention citoyenne pour le climat, avec un tirage au sort, etc., c'est pas une forme de pouvoir qui est prévue par la Constitution. Donc ça, c'est juste de l'événementiel. C'est de l'événementiel éphémère. Et il était bien une manière aussi pour Macron de contourner le Parlement, en l'occurrence. Et il était évident que le pouvoir exécutif n'en ferait rien. Et donc moi, j'en veux beaucoup aux écologistes qui ont donné la balle à Emmanuel Macron alors qu'il y a une contestation très forte dans la rue. Ça n'avait strictement aucun sens. Et la seule chose qu'ils sont capables d'en tirer, c'est bien, on a quand même sensibilisé les citoyens. On voit bien que les citoyens, quand ils sont sensibilisés, ils vont dans le bon sens. Bon, excuse-moi, je t'avais coupé sur la Convention citoyenne, mais tu parlais de l'écologie du spectacle. Oui, je peux avant de parler d'écologie populaire. Effectivement, là-dessus. Donc l'écologie du spectacle, c'est une espèce de partenariat événementiel. C'est le fait d'aller servir de ministres ornementaux dans des gouvernements hostiles, comme l'ont fait Nicolas Hulot, Barbara Pompili, François de Rugy, Pascal Canfin, ancien directeur du WWF. Bref, que d'anciens gradés de LV. C'est le fait de considérer les journalistes, donc quand même les agents principaux de la société du spectacle politique, comme des vaches sacrées, absolument intouchables. Il y avait une règle à Greenpeace, par exemple, on n'avait pas le droit de s'en prendre aux journalistes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de contredire publiquement des journalistes, qui est quand même assez effarant, surtout quand on sait quel genre d'énergumène traîne dans le milieu, style Emmanuel Ducrot ou Géraldine Vosner. Mais c'est aussi visible dans la manière dont Marine Tondelier, elle gère en fait ses interventions médiatiques. C'est-à-dire qu'elle va chercher un peu la connivence par l'anecdote, par la petite blague, et par la petite punchline, par la politesse. Ce qui n'arrive jamais, par exemple, avec les dirigeants de la France insoumise, qui sont obligés d'organiser, en tout cas de gérer une forme de confrontation avec les médias bourgeois. Donc c'est tout ça. Et en fait, derrière l'écologie du spectacle, il y a le paradigme, j'avance sur ma réponse, il y a le paradigme de la sensibilisation. En fait, le problème du paradigme de la sensibilisation, c'est que plutôt que d'être un vecteur de politisation, en fait, il se présente comme un vecteur de dépolitisation. Pourquoi ? Parce que quand on veut sensibiliser, par définition, on ne peut pas confronter. Et donc, en fait, ce qui se passe dès qu'on s'engage dans une démarche de sensibilisation, c'est qu'on va avoir le réflexe de la consensualité maximale pour essayer de toucher, je mets des guillemets, le plus grand nombre de personnes possible. Et donc, en fait, on les politise jamais, parce que dès qu'on arrive sur des messages politiques, on va dire « Ah bah non, parce que si on arrive sur des messages politiques, du coup, on va perdre des gens, on ne peut pas sensibiliser, etc. etc. » Donc, en fait, c'est très antithétique dans la manière dont ça se déploie concrètement dans les stratégies discursives ou pratiques qui sont adoptées par ces acteurs-là. Et donc, quand on cherche le consensus maximal, évidemment, on expurge les éléments de clivage. Et quand on en est à expurger les éléments de clivage, on en arrive très vite à nier les antagonismes sociaux à l'œuvre dans la société actuelle, et donc par construction à invisibiliser, à refuser de problématiser le mode de production capitaliste, et donc par dérivation à ignorer complètement les ressorts de notre rapport social à la biosphère, et donc de s'aveugler, de nier en gros les racines du ravage écologique actuel. Donc on s'interdit d'avoir une vision systémique de l'enjeu environnemental, et donc de comprendre les rapports de force à l'œuvre, et donc d'être en capacité de construire du pouvoir écologique. Et on se retrouve avec une écologie qui est sans contenu et sans adversaire. Et c'est très clair dans la manière dont la secrétaire nationale des écologistes s'exprime. Quand on lui demande, là je fais référence à une émission qui a eu lieu à l'Humanité en décembre dernier sur un plateau avec des journalistes plutôt accueillants, qui essayent simplement de comprendre un peu quel était le fond doctrinal et stratégique de Marine Tondelier, pour ne pas la nommer. Et donc, quand on lui demande de définir quelle est sa ligne politique, elle dit que moi, je défends l'écologie sans adjectif, parce que l'écologie, c'est l'écologie.
Et ceux qui veulent qualifier l'écologie, c'est juste pour nous diviser, ils sont méchants. Et donc, en fait, ça renvoie l'écologie à un référentiel tautologique et à un signifiant vide. Donc, l'écologie, ça devient tout et n'importe quoi. En fait, un slogan dépourvu de contenu et par conséquent dépourvu de poids et d'assises sociales et par dérivation d'horizons révolutionnaires. Résumons-nous. Clément Sénéchal, à travers notamment son expérience chez Greenpeace, raconte comment l'écologie bourgeoise, fondée sur l'écologie du spectacle, est largement implantée dans les institutions écologistes depuis des décennies, et de ce fait un facteur de verrouillage des transformations profondes dont la société a besoin face à l'enjeu environnemental. Face à cet enjeu, il prône au contraire une écologie populaire. Mais c'est quoi au juste une écologie populaire ? C'est une écologie qui s'élabore au sein de la lutte des classes, c'est-à-dire qui part de la lutte des classes et donc qui se pose la question du mode de production économique, de sa répartition matérielle, de la manière dont les pouvoirs circulent au sein de ce mode de production, de la manière dont ils constituent des groupes sociaux avec des intérêts matériels différents, voire opposés, et qui se pose du coup la question du partage de l'effort. Qui est-ce qui doit partager, en tout cas fournir les efforts principaux en termes de réduction de notre empreinte matérielle générale, et qui donc se préoccupe en premier lieu des classes populaires et qui essaye de partir de la condition sociale des classes populaires. Et donc ça se matérialise par déjà des conceptions et des discours qui soient différents, qui soient critiques, qui soient en partie révolutionnaires, qui soient dissensuels, et qui se matérialisent dans des luttes concrètes, notamment celles qui sont organisées ou chapeautées par les soulèvements de la terre. C'est les luttes de terrain qui ont un contenu empirique. Ce sont les réseaux d'entraide matérielle qui sont mal thématisés mais qui sont disséminés sur le territoire. C'est les lieux de production alternatifs qui tentent d'échapper à la loi du profit tant bien que mal. C'est une écologie qui pose une centralité de la lutte antifasciste et de la lutte antiraciste. Voilà, c'est cette écologie-là qui, à mon avis, aujourd'hui, place le niveau de confrontation à la hauteur à la fois de la situation politique et de la situation écologique. Par exemple, l'écologie par le bas, elle est incarnée par une lutte locale que moi j'aime beaucoup et qui me semble extrêmement symptomatique, qui est la lutte pour le jardin des Vêtes. Les jardins des Vêtes, c'est des jardins maraîchers qui sont en bordure de la ville de Besançon, qui jouxtent des quartiers, notamment des quartiers populaires, qui sont des jardins partagés en autogestion et qui sont menacés par la mairie écologiste, issue du macronisme d'ailleurs pour pas mal d'entre eux, qui ont vendu les parcelles à des promoteurs immobiliers pour faire des écoquartiers et donc pour faire de l'argent sur du béton, grosso modo. Et donc là, on a des terres qui sont nourricières avec une production autonome qui parfois s'échange sous le manteau vis-à-vis avec les quartiers ou les résidences plus populaires alentours, les barres d'immeubles, des foyers, des ménages plus modestes, et ce sont des gens qui, y compris qui accueillent des migrants sur ce territoire-là, qui participent de l'autosubsistance des particuliers, qui proposent du coup une forme d'agriculture paysanne absolument écologique, puisqu'elle est sans pesticides ni rien. Et qui a réussi à coaliser une fronde, à s'organiser politiquement pour faire échec, et ça tient pour l'instant, et ça tient depuis plusieurs années, faire échec aux bétonneuses du groupe immobilier et aux forces de l'ordre de l'exécutif. Donc ça, par exemple, c'est une lutte par le bas, qui n'est pas glamour, qui n'est pas je ne sais quel artiste contemporain surcoté qui va faire une œuvre ridicule sur un glacier ou que sais-je, pour se retrouver dans les pour se retrouver dans les pages sensibilisation de Paris Match. Ouais. Là, on a des vies réelles qui dépendent de leur jardin et
qui organise une lutte matérielle concrète. Alors, on parlera d'ailleurs justement de ce, pour moi, sujet de l'appropriation, certes des moyens de production, mais aussi de ce que l'on appelle la terre, de la propriété tout court. Mais je voulais qu'on passe par deux courants qui ont eu leur succès certains et dont on pouvait avoir l'impression qu'ils dépassaient un peu ce côté écologie très institutionnel, très installé. C'est tout le courant initié par les Jean Covici, qui a eu un succès certain, qui a emporté beaucoup de monde avec lui, et qui, en tout cas d'apparence, avait le mérite de prendre des ordres de grandeur, d'être très très ingénieur, par très d'ingénierie en fait du sujet, et qui, en gros, ce que vous pouvez appeler l'écologie des ordres de grandeur, quoi. C'est-à-dire qu'il faut taper là où c'est le plus significatif, on fait du Pareto sur la bagnole, etc. Qu'est-ce que toi tu penses de ce mouvement-là ? Est-ce que tu l'as vécu, analysé, ou tu l'as regardé de plus loin ? Parce que c'est un peu différent quand même de ce qu'on peut voir d'un Greenpeace ou d'un autre... Bien sûr. Non, c'est un mouvement intéressant qui pose un diagnostic, à mon sens, relativement correct sur le plan physique et implacable, et qui a poussé les curseurs, grosso modo, de la consommation, notamment de la consommation énergétique et de ses répercussions biophysiques, et qui en conclut, mais comme c'est le cas du GIEC, que de toute façon, on est sur des modèles économiques qui ne sont pas soutenables et qu'il faut réduire impérativement dans notre empreinte matérielle. Et ça, je suis complètement d'accord avec ça, avec cette analyse matérialiste des choses, en partie matérialiste, parce que pour moi, elle n'est pas incomplète au sens où c'est pas un mouvement qui se pose tellement la question, encore une fois, de la responsabilité différenciée des différents groupes sociaux qui composent le mode de production économique. C'est-à-dire qu'ils nous disent il faut décroître. Moi, la question que je pose, c'est qui doit décroître en premier lieu, qui a les moyens de décroître, à qui ce type de demande est légitime, et pour aller vers quel type de société. C'est-à-dire que moi, je n'entends pas une interrogation, une problématisation très claire du mode de production capitaliste dans ce qu'il propose. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est souvent il y aura une descente matérielle, il y aura une descente énergétique, que vous le vouliez ou non, et du coup, tout le monde va souffrir. Et c'est un peu ce qu'on retrouve, c'est peut-être l'occasion de parler du deuxième mouvement, le mouvement carrément effondriste, qui était porté par des gens comme Yves Cochet ou Pablo Servigne, etc., qui ont quand même un côté ultra déprimant, parce que les débouchés sont extrêmement peu porteurs, enfin voilà, ça c'est une perception, mais on peut échanger là-dessus. Complété avec un Jean Covici qui effectivement a une constat très très mathématique des choses. Qu'est-ce que tu penses de ces travaux-là ? Comment ça peut être porté de manière plus conséquente en fait ? Pour moi, encore une fois, Jean Covici, il a quand même un point de vue relativement bourgeois, au sens où il se pose pas vraiment la question des conditions matérielles des gens qui vivent dans la pauvreté quand il arrive sur France Inter. Moi, j'aime bien en fait ce qui fait le succès et l'aura de Jean Covici, c'est qu'il n'a pas peur de briser le conformisme ambiant. Donc, quand il va sur France Inter, il n'a pas peur, par exemple, de contredire la grande Léa Salamé de l'époque, de l'âge d'or de France Inter. Ce qui rend son propos plus accrocheur, par exemple, que le directeur général de Greenpeace, qui va être toujours louvoyer, mettre les formes, et jamais dire grand-chose. Jean Covici, il pose les choses de manière très claire. Après, quand il dit, par exemple, si on veut être cohérent sur la question climatique, le nombre de vols, il faut contingenter le nombre de vols long courrier, par exemple, d'un individu, d'un ménage et tout. Ok, mais en fait, déjà, aujourd'hui, il y a toute une partie de la population qui n'a pas accès à ces... donc, il dit tout le monde va souffrir, mais en fait, il y a déjà une grande partie de la population qui souffre matériellement, socialement, symboliquement, psychologiquement, parce qu'elle n'est pas intégrée, ou elle est intégrée de manière à la périphérie, ou en tout cas dans les classes exploitées au sein de la société capitaliste. Et donc, ce discours-là, à mon sens, il ne prend pas en compte cette problématique-là. Après, sur Yves Cochet,
Moi, mon problème avec lui, c'est, je pense qu'il est lucide sur certains aspects, mais c'est son espèce de pessimisme indécrottable qui le renvoie dans une forme de nihilisme politique, où du coup, la seule conclusion qu'on en tire, c'est une conclusion survivaliste, où il faut se préparer chacun dans son coin à l'apocalypse, qui par ailleurs m'apparaît extrêmement naïf sur le plan politique, parce que si effectivement il y a un effondrement civilisationnel et matériel, je pense que c'est illusoire de croire que avec sa petite ferme, je ne sais où, il va pouvoir se défendre des agressions externes de gens qui seront, je ne sais pas, peut-être affamés. Voilà. D'ailleurs, ça m'a fait poser la question, est-ce que c'est pas un discours un peu facile, tu dis nihiliste, mais en fait de se dire que finalement, bon, on va revenir à la terre, on va revenir à une maison de campagne, on va faire de la permaculture, et puis qui est pas aussi peut-être un discours de propriétaire d'ailleurs. Voilà, ça m'a toujours un peu gêné ça. C'est vrai. Et d'ailleurs, on en vient au point suivant, donc si on vient à ton livre, tu disais il y a deux choses. C'est que en fait, si une écologie politique conséquente, et ça je l'ai vu, c'était peut-être pas dans le bouquin, mais dans une interview, où tu disais qu'elle devait être à gauche de l'extrême gauche, en fait. C'est-à-dire vraiment radicale, vraiment conséquente, et qui, en gros, va nous faire de manière égalitaire avec de la justice sociale, ce que pour le GIEC, de passer la barre climatique, devait être vraiment sur cette case de l'échiquier politique. Est-ce que tu peux aller plus loin? Et je termine juste avant de te laisser la parole sur le sujet du droit de la propriété et d'usage de la matière, versus usage de la matière. Qu'est-ce que ça implique, en fait, du point de vue du droit de propriété? Ouais, pour revenir sur le point précédent, en fait, il y a une espèce de... La fuite en avant survivaliste, c'est ajouter un nouveau désencastrement au désencastrement général. C'est-à-dire que si on reprend le livre, par exemple, de Polanyi sur la grande transformation et la manière dont il analyse l'essor de l'économie capitaliste, où il pose un diagnostic qui est que la sphère économique deviendrait complètement désencastrée de la sphère sociale. Et en fait, on arrive là à un moment où la sphère économique est désencastrée aussi de la biosphère. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est réencastrer toutes ces sphères pour résoudre les contradictions qui sont en train de se déployer entre elles. Sauf que eux, les survivalistes, plutôt que de réencastrer la société à la biosphère, ils se désencastrent de la société pour venir se réencastrer à la biosphère. Et à mon avis, ça m'apparaît pas du tout comme un horizon politique, ni réaliste, ni souhaitable par ailleurs. Ensuite, sur la question redis-moi... sur le droit de propriété. Le droit de propriété, mais avant, ah oui, pourquoi à l'extrême gauche? Parce qu'en vrai, ce qui devrait obséder nuit et jour les écologistes de parti, c'est vraiment la question du capitalisme. C'est vraiment la question du mode de production, c'est-à-dire notre rapport à la biosphère. Qu'est-ce qu'on produit, comment on produit, dans quelle quantité, quelle distribution primaire, quelle distribution secondaire au sein de la société, quel régime politique on élabore à partir du mode de production, c'est-à-dire qu'ils devraient être plus marxistes que les marxistes, en fait, ces gens-là. Et donc, ils devraient être à l'extrême gauche de l'extrême gauche. C'est ça que j'entends par là. Il n'y a pas d'écologie, en fait, possible au sein du mode de production capitaliste, c'est-à-dire au sein d'un rapport social qui est régenté par la propriété privée des moyens de production. Parce que ce qui met en route la production dans une économie capitaliste, c'est la perspective de profit pour des entités privées. La perspective de profit, elle s'actualise par la marchandise. Et la marchandise, c'est des facteurs de production. Les facteurs de production, c'est du travail, du savoir et des matières premières. Et les matières premières qui n'ont pas du ciel et qui sont aliénées dans la production. Et donc, c'est des fragments de la biosphère qui, à chaque fois, sont aliénés dans une machine économique qui tend nécessairement à une accumulation exponentielle de marchandises, et donc à épuiser toujours davantage la planète. Donc les écologistes, juste, ils devraient avoir conscience de ça et partir de ça, et élaborer leur stratégie politique par rapport à ça. Or, Marine Tondelier nous explique que l'anticapitalisme, c'est une entrée, je cite, une entrée parmi 1000 autres, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement secondaire. Quand tu lui demandes s'il faut sortir du capitalisme, elle dit oui, si vous voulez, mais il faut me dire ce qu'on met à la place. C'est quand même la chef du projet écologiste dans ce pays. Elle ne s'est pas posé la question, elle. Donc, pour moi, c'est quand même très révélateur de l'aveuglement général qui
qui préside à la praxis et à la doctrine, ou à l'absence de doctrine en l'occurrence des écologistes. Et donc ça, une écologie anticapitaliste, bien sûr, elle nécessite de problématiser la question de la propriété privée. En l'occurrence, la propriété privée des moyens de production. C'est le verrou aujourd'hui de la transition, de la bifurcation écologique. Et par extension, le sujet de la transmission justement de cette propriété, de l'héritage. Aussi, donc absolument. Quand on tire le fil de ça... Absolument, mais donc pour moi, il n'y a qu'une sortie par le haut possible au ravage écologique, c'est la socialisation générale de l'économie et donc la socialisation des moyens de production. Ça me paraît évident. Si on veut réarticuler la production à une définition démocratique des besoins essentiels, bien davantage qu'à la définition commerciale, production commerciale des besoins abstraits pour toujours trouver des nouveaux débouchés aux marchandises et donc à l'accumulation de capital, il faut nécessairement socialiser les moyens de production. Enfin, ça c'est quand même le tabou élémentaire. C'est bien pour ça que le bloc bourgeois est fondamentalement anti-écologiste. Et c'est bien pour ça qu'il y a toute une partie de l'écologie dominante qui aujourd'hui m'apparaît complètement inopérante. On arrive quasiment au bout de l'entretien. Moi, il y a quand même une dernière phrase où tu dis « nous sommes tenaces ». Alors, qu'est-ce qui te fait penser ça ? Qu'est-ce qui fait que on est en train quand même aussi peut-être de faire évoluer la pensée et l'articulation entre système économique, problématique du capitalisme vis-à-vis de l'écologie, et que du coup ça peut le faire. Quels sont pour toi les ressorts qui permettraient d'accélérer ça ou dans cette ténacité, qu'est-ce que tu mets ? Déjà, la singularité de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'on est une espèce qui est dotée d'une réflexivité élevée et qui lui permet de construire sa propre histoire. Parce qu'on est doué de la faculté d'action, la faculté de l'agir politique. On n'est pas simplement des homo laborans, des travailleurs. On n'est pas simplement des gens qui fabriquent des choses, mais on est aussi des gens qui sont en capacité de s'organiser politiquement. Or, la question écologique, elle n'est pas, c'est pas quelque chose d'extrinsèque. C'est pas une apocalypse qui viendrait d'ailleurs. C'est pas une météorite comme dans le Look Up qui nous tomberait sur le coin de la gueule. On n'aurait pas grand-chose à faire. Le réchauffement climatique et la crise de la biodiversité, c'est la résultante exclusive de l'organisation humaine des affaires humaines. Et donc, par conséquent, on a tout le pouvoir nécessaire pour régler la situation. La question, c'est derrière quel rapport de force, quelle stratégie, et comment on arrive à l'emporter sur la conflictualité sociale en place. Donc, pour moi, en fait, c'est une apocalypse, une apocalypse plutôt bienveillante à laquelle on fait face. L'apocalypse au sens mise à jour, un truc un peu... Parce que c'est la nôtre. Ouais. Après, je dis apocalypse, mais c'est plus ou moins une métaphore, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui perdent la vie à cause du ravage écologique. Et donc voilà, et pourquoi nous sommes tenaces ? Parce que... Après, moi, je me pose pas exactement en fait la question du pessimisme ou de l'optimisme. Je me pose la question plutôt du devoir au sens moral du terme. Qu'est-ce qu'on doit faire de notre existence ? Comment on veut l'orienter ? Et à partir du moment où l'être humain est anthropologiquement constitué sur le mode de la projection, du projet, où on habite le temps, où on l'anticipe, où on le peuple à l'avance, je pense qu'on est naturellement amené à s'emparer de l'avenir, quelle que soit la manière dont il apparaît. Donc je pense qu'il y aura toujours une issue possible, favorable à la crise écologique. Voilà. Après, de manière plus conjoncturelle, j'observe que cette vieille écologie bourgeoise, elle a de moins en moins le vent en poupe. J'observe, moi, des effets de recomposition idéologique politique, à mon très humble niveau, autour de ce qui a pu se produire autour de mon livre, aussi, des retours que j'ai pu avoir. J'ai fait beaucoup de rencontres publiques suite à la sortie du livre. En un an, c'était quand même plus d'une 60aine, donc quasiment plus d'une par semaine.
Voilà, j'ai pu tâter un peu le terrain et voir quel était le style de réception qu'il y avait. Et je vois qu'il y a des choses qui évoluent dans un sens, à mon avis, qui me semble. Donc en fait, c'est le fameux backlash écologique qui est le backlash écologique pour une certaine partie de l'écologie, en fait. Mais backlash écologique, pour moi, ça veut simplement dire disparition de l'écologie bourgeoise. Je sais pas si c'est vraiment une mauvaise nouvelle, en l'occurrence. En tout cas, c'était attendu. Je veux dire, c'était les gens qui pleurnichent aujourd'hui alors qu'ils font de l'écologie du spectacle, de la sensibilisation, l'écologie superficielle et qui pleurent parce que l'écologie a disparu de l'expression gouvernementale. Pour moi, c'est pas d'objet, quoi. C'est nul et non avenu, quoi. Ben, merci pour cette intervention. Donc je rappelle pourquoi l'écologie perd toujours. Comment l'écologie perd toujours, pardon. Non, c'est pourquoi. Non, c'est pourquoi l'écologie perd toujours. Sans point d'interrogation. Sans point d'interrogation. C'est affirmatif. Clément Sénéchal au Seuil. Merci beaucoup Clément pour tout cet échange. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de La Pelote, qui vous aura permis, je l'espère, de comprendre les tenants et les aboutissants du constat de Clément Sénéchal. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous qu'il faille socialiser les moyens de production pour créer un monde bas carbone ? Ou pensez-vous que l'équation climatique est toujours soluble dans le système économique actuel ? Dites-le et partagez-le en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de La Pelote. Salut !